Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Toujours dans la partie formation Geometry Node. Donc on va achever un petit peu la première partie qui consistait à tout ce qui est gestion de scatterisation, de projection, de duplication, d'instances, de points, etc., etc. Et pour cela, ça va être l'exercice final de cette partie-là où on va créer notre propre système de scattering. Donc pour projeter un objet sur une surface, pour gérer sa densité, pour gérer le displace de la surface directement dans le Geometry Node et également pour avoir en temps réel des zones d'exclusion ou d'inclusion que je peux éditer comme je souhaite. Si je veux uniquement des arbres sur les côtés, je peux lui indiquer d'exclure au centre. Je peux facilement annuler certaines nodes pour avoir un système qui était exclusif et qui devient inclusif dans ma réalisation. Donc tout ceci, on va le voir en temps réel dans une vidéo aujourd'hui consacrée à ce travail-là. Donc, nouveau fichier Blender. Normalement, j'ai tout organisé. Géométrie Node en haut à gauche, Outliner en haut à droite, 3D View en bas à droite. En bas à gauche, il y a le spreadsheet. On ne va pas l'utiliser normalement, mais je l'ai quand même mis au cas où. Et du coup, on est parti. Donc, comme la dernière fois, je vais partir du cube de base, je vais passer en mode édition et je vais tout supprimer. Alors ça, c'est pas obligatoire. En fait, ça dépend vraiment du système que vous voulez proposer. Soit vous générez le terrain directement, procéduralement dans le Geometry Node, soit vous pouvez faire un système et ensuite changer l'entrée pour dire sur ce sol spécifiquement, je veux un forêt de sapin par exemple. Sur ce sol, je veux vouloir des cailloux. Sur ce sol, je veux vouloir tel truc. Donc nous, on va tout faire en procédural, mais c'est évolutif. C'est ça le principe de non destructif de Geometry Node, c'est que vous pouvez l'amener d'objet à objet, projeter là où vous souhaitez sans être vraiment bloqué par quelque chose qui est défini par le logiciel parce que cette définition, c'est vous qui allez la réaliser. Donc je fais un nouveau système de Geometry Node et par défaut, j'ai ceci. Du coup, j'ai mon groupe input géométrique qui va me servir à rien dans notre exemple. Donc hop là, je vais le supprimer et je vais faire une grid. Donc grid, c'est l'équivalent du plane un petit peu. Hein, et on a ceci. Donc je vais faire du 100 mètres par 100 mètres. Comme ça, on a quelque chose d'un petit peu plus grand en termes d'échelle. Vu que l'arbre qu'on va importer est physiquement réaliste en termes d'échelle, il faut quand même quelque chose qui est assez élevé. Sinon, on va voir que tout va être collé les uns sur les autres. Vertices en X et Y, on va mettre 50 et 50. Et donc là, on a quelque chose qui ressemble à ceci. Ça me paraît pas mal. Donc j'en rajoute un petit peu de densité. Pourquoi? Parce que là, je vais vouloir faire ma sorte de displace sur ma surface. Donc ce displacement, en fait, on ne va pas l'appeler displace parce que la node n'existe pas. Un displace, c'est quoi? C'est pousser les points en fonction d'une entrée, une valeur de distance. Là, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va faire un set position. Et ce set position, ça me permet, vous voyez, de déplacer les points. Et je vais tout simplement dire à Blender, ben, ces points, au lieu de les déplacer de manière linéaire, tu les fais par rapport à une texture. Donc je vais prendre un noise texture. Et le noise texture, ça fait quoi? Si je mets un node viewer avec CTRL SHIFT clic gauche, bien un node viewer, je peux prendre mon mesh juste ici. Ça me fait ceci. Donc ça va me projeter une texture procéduralement sur mon sol. Donc vous voyez que là on est dépendant du coup vu que c'est une texture, en théorie on pourrait se dire soit projeté sur des UV, soit généré. Là on va être dépendant vu qu'on est sur le Geometry Node et qu'on travaille sur de la géométrie, on va être dépendant de ma densité. Donc si j'ai pas suffisamment de subdivision, je peux soit rajouter ici des vertices en X et Y, soit après coup, on va rajouter du subdivision surface pour rajouter quelque chose un petit peu plus adouci. Donc là, l'échelle est beaucoup trop grande. Je vais faire 0,1 par exemple. Je vais baisser les détails au minimum, baisser la roughness au minimum. Et là, vous voyez que j'ai encore trop d'échelle. Donc 0,01. Là, ça me paraît peut-être pas suffisant. 0,05. Et là, on est pas mal. Il faut se dire que du coup, là, en fonction de cette valeur-là, on va pousser les points. Alors, comment je peux voir ça facilement? Je ne vais pas relier directement mon facteur à l'offset, sinon j'aurai à la fois du X, Y et Z qui va bouger. C'est pas ça qui m'intéresse. Je veux uniquement pousser les points en hauteur. Donc ça, on l'avait déjà vu dans la vidéo précédente. Je mets un node qui s'appelle Combine XYZ, qui me permet de séparer les trois axes. Je vais lui dire en X et Y, tu ne me touches pas la position des points. Par contre, en Z, tu es défini par cette nouvelle texture. Là, vous voyez, on a bien une variation, mais qui n'est pas forcément suffisante. Moi, j'aimerais accentuer ça. Comment je fais? Pour essayer de passer par du map range et tout ça, ça fonctionnerait. Mais moi, plus simple, je vais lui dire la valeur que tu as en entrée, tu vas la multiplier par un facteur que je vais te donner manuellement. On pourrait donner possibilité de choisir à l'utilisateur en exposant cet attribut, donc ça on l'a déjà vu également, mais là, je veux le faire manuellement. Donc je vais créer un node de type math. Par défaut, c'est de l'addition, c'est pas ça que je veux. Je veux une multiplication. Et là, en augmentant cette valeur-là, vous voyez, il va multiplier la valeur d'entrée par, elle va être 6,5, avoir une valeur assez faible tout de même. Et là, on a bien un terrain qui va se générer. Deux choses. On n'a pas de Shade Smooth. Clic droit Shade Smooth, ça fonctionne pas. Je suis un peu embêté. Pourquoi? Parce que vu que c'est un système, une géométrie qui est générée procéduralement
dans la Geometry Node, je suis obligé de lui indiquer que mon Shade Smooth, il est ici. Donc je fais Shift A, set Shade Smooth, et là, automatiquement, hop là, il va me faire du Shade Smooth. Je pourrais même en amont faire un petit subdivide, un subdivision surface, que je mets juste ici. Voilà. Et ça permettrait, vous voyez, d'ajouter des subdivisions sur ma géométrie. On aura quelque chose d'un petit peu plus lisse. Bon, là, vous voyez, au final, on a quelque chose qui est assez bien en termes de résolution, mais sachez que la plupart du temps, on rajoute du subdivision surface pour venir rajouter un petit peu de détails sur les géométries, comme on fait avec un système de modifier classique. Donc là, ma première partie, elle est effectuée. Maintenant, on va projeter un objet et on va gérer surtout, et c'est ça qu'on n'a encore jamais vu, l'influence d'un cercle ou d'une géométrie variée qui va être casté, donc un raycast, c'est-à-dire qu'on va projeter cette surface, un petit peu comme le shrink wrap, sur mon sol pour savoir où je souhaite exclure ou inclure des objets. Alors comment je fais ça? Je vais rajouter déjà dans ma vue 3D un mesh de type circle et je vais le mettre ici et je vais augmenter un petit peu sa taille. Alors comme je vous avais dit la dernière fois, on va sélectionner notre sol et je vais cliquer ici sur le pinned pour fixer mon objet. Petit CTRL S, je vais retourner ici sur YouTube et je vais l'appeler 03, non 04, on est sur le 04, 04 tuto, save, voilà. Et donc là j'ai bien, bon sauvegarder de temps en temps en Geometry Node c'est un peu capricieux. Là j'ai bien mon objet qui va me permettre d'exclure une partie ou d'inclure une partie. Je peux appliquer son échelle, mais vu qu'on va le mettre en dynamique, ça ne sert pas à grand chose, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Alors là je vais passer en mode édition, et là ce qui va être obligatoire, c'est de remplir mon cercle avec la touche F. Pourquoi? Parce que lui il va projeter une sorte de face. Donc on ne travaille pas sur des splines où on a l'extérieur qu'on vient joindre. On pourrait le faire, mais ça demanderait un travail supplémentaire. On devrait gérer ça dans la Geometry Node. C'est plus simple là d'avoir une géométrie fermée. D'accord? Donc là, j'ai bien mon cercle qui va me servir d'include ou d'exclusion. Et maintenant, le tour est joué. J'ai juste à rajouter un object info qui va me permettre de sélectionner le fameux objet qui s'appelle circle dans mon exemple. Je vais passer en relative. Donc ça, pareil, se réfère à la vidéo précédente si vous ne savez pas à quoi ça correspond. Et je vais mettre du raycast. Tac. Et un node de type viewer. Hop là. Avec CTRL-SHIFT, clic gauche. Le isIt, c'est un boolean. Donc un boolean, c'est quoi? Ceux qui font de la programmation, vous savez déjà ce que c'est. C'est tout simplement un type de variable qui peut avoir uniquement deux valeurs, vrai ou faux. True et false en anglais. Donc est-ce que ma géométrie va être touchée par le raycast? Oui ou non. Ça va retourner cette valeur-là. Donc si je prends ma géométrie et que je le mets dans le target attribute et que dans mon subdivide mesh, je mets ma géométrie, tac, voilà ce que j'ai. Par défaut, pas grand chose. Pourquoi? Parce qu'on va devoir changer certaines informations de rayon juste ici. Vous voyez, le ray direction, par défaut, il va être en négatif, c'est-à-dire qu'il va envoyer mes rayons vers le haut. Donc si je passe mon cercle en bas, ça va fonctionner. Mais moi, j'aimerais bien que ça le projette d'en haut. Donc au lieu d'avoir une direction négative dans le vecteur, je vais mettre une direction positive. Donc ça peut venir également. Si vous faites être RX180, des fois en flippant les normales, il va dire ok, mon rayon, il n'est pas censé venir dans ce sens-là, donc ça va fonctionner. Mais nous, pour que ce soit plus simple, je mets du 1 et comme ça, on va bien projeter vers le bas. Donc des fois, le système de normal n'est pas forcément explicite, donc je vous conseille de toucher à ces valeurs-là. Vous pouvez même changer le X et le Y, mais ça ne va pas nous intéresser pour nous parce qu'on veut vraiment que ce soit aligné à la surface du dessus. Et là, le tour est joué. Donc là, vous voyez, on a une projection qui n'est pas forcément précise. Ça vient tout simplement du subdivide. Vous voyez, plus je vais augmenter ici les subdivisions, et plus je vais avoir quelque chose de précis. Mais ça ne va pas trop impacter notre résultat final, parce que de toute façon, nos arbres, ou du moins les objets qu'on va vouloir projeter sur la surface, eux aussi, ils vont être définis de manière un petit peu aléatoire sur des points. Donc, ça ne va pas trop être impacté par ceci. Donc, une fois que j'ai ça, je vais le supprimer. Donc là, j'ai mon système qui fonctionne, qui me retourne bien du noir et blanc en fonction du vrai ou faux à la question y a-t-il un impact entre ce sol si je le raycast, donc si je projette avec la surface. Donc ça fonctionne. Donc une fois que j'ai ceci, le reste normalement, vous savez le faire. Donc on va faire plusieurs choses. On va faire un distribute point on faces. Tac. Et là, je distribue bien des points sur ma surface. On va faire également un join géométrie où je vais relier mes points et mon sol. Comme ça, j'ai à la fois mes points sur la surface et mon sol qui reste.
Parce que moi, si je projette des arbres, j'ai pas envie que tous les éléments, que tout le sol devienne transparent. Donc là, on est pas mal. CTRL S. Et une fois que j'ai ceci, donc densité, je vais mettre 0,01 pour en avoir un petit peu moins. Alors 0,01, c'est peut-être pas suffisant. 0,1, voilà. Donc j'ai quelques points, je n'ai pas non plus beaucoup. Et là, un autre node que vous connaissez également, c'est le instance onPoints. Et ça me permet de rajouter des instances à tous les endroits où vous voyez des points. Alors les points là, ils ne sont pas forcément visibles physiquement parce que j'ai rajouté maintenant ma node instance et que dès que je vais rajouter une instance à l'entrée ici, ils vont s'afficher. Donc CTRL S. Très important ce CTRL S ici parce que là, en fonction de la densité que vous avez mise, si vous n'avez pas fait attention que vous avez mis une densité beaucoup trop élevée, Blender, quand il va projeter, instancier les éléments sur les points, il peut potentiellement cracher. Imaginons que vous ayez dit, bah, tu me mets 50 000 instances et que vous mettez quelque chose avec 10 millions de polys. Voilà. Soit vous avez une bonne heure le temps qu'il compile tout et quoi qu'il risque d'avoir des overflows sur la RAM, soit ça va cracher, soit ça va fonctionner si vous n'avez pas mis une valeur aberrante. Donc toujours partir d'une valeur assez faible en termes de densité et ensuite vous pouvez tout simplement changer en temps réel. Donc là pareil, je vais vous montrer quelque chose, mais sachez que l'avantage des Geometry Node, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode simple pour réaliser les choses. Là vous voyez, je pourrais très bien mettre directement mon raycast sur la distribution de points. Je pourrais le mettre également sur la densité. J'ai plusieurs méthodes, en faisant quelques traitements, hein, j'ai plusieurs méthodes. Donc là, dans mon exemple, je l'avais mis où? Je l'avais mis sur la sélection de Distribute on Point on Faces. Donc je vais refaire exactement la même chose. Mais sachez qu'il y a plein de possibilités. Je pourrais mettre des échelles à 0 aux endroits où j'ai pas de raycast, donc ce ne serait pas très optimisé, mais ça peut exister. Je pourrais tout simplement lui dire, après coup, de supprimer des instances, d'en rajouter uniquement là où j'ai le raycast, en inversant les valeurs. Plein de possibilités. Ok? Donc je vais mettre 0,1 comme j'avais fait tout à l'heure. Je vais réactiver mon instance onPoint. Donc là, on va faire un arbre. Plusieurs possibilités. Soit vous activez dans les Preferences un add-on qui s'appelle Sapling Tree Gen, qui est totalement gratuit. Soit, moi, j'ai BugAPI Asset, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Je vais importer un sapin. Je vais les décaler juste ici. Et je vais dire à Blender, ben, c'est très simple, les instances, je veux que ce soit mon sapin. Donc je vais faire Shift A, Object Info. À chaque fois qu'on veut récupérer un objet externe à ce qu'on vient de réaliser dans la géométrie node, c'est un Object Info. Je vais sélectionner mon sapin et je mets ma géométrie dans mon instance. Et là, vous voyez, il y en a un petit peu trop déjà. Il y en a un petit peu trop, donc je vais baisser ça à 0,05 par exemple. Allez, 0,03. Là, on est pas mal, j'ai des sapins. Mes petits soucis. Les soucis, c'est qu'ils sont tous avec la même échelle et tous avec la même orientation. Donc là, il y a un petit travail d'aléatoire qui va être nécessaire, déjà en termes d'échelle et en termes de rotation. Donc si je veux uniquement rotation en Z, qui est aléatoire entre 0 et 360 degrés, il faut bien faire attention, Blender va travailler en radian dans la géométrie node. Donc on va avoir une petite conversion à faire, mais c'est pas très grave. Pas très compliqué, je vais faire un combine x, y, z pour séparer le x, le y et le z. Là, je pourrais gérer individuellement la rotation en x, en y et en z. Moi, je veux de l'aléatoire dans ça. Donc je vais faire un random value, comme ceci. Une fois que j'ai mon random value, je vais lui dire, tu me fais un tirage aléatoire allant entre 0 et 360. Mais là, si je le mets dans le Z, on ne sait pas trop si ça fonctionne, mais moi, je vous le dis, il y a un souci de conversion. Parce que là, lui, il va travailler en radian, et du coup, ça ne va pas marcher. Même pas comme on le souhaite. D'ailleurs, on le voit très vite, parce que là, quand je fais un tour complet, vous voyez que ça ne correspond pas à 360. Ça va correspondre à un gradient, donc je crois que c'est 3,7, 2,7, je ne sais plus exactement comment ça fonctionne. Donc, je vais faire un node de type math. Et là, je vais lui dire, tu me convertis la valeur que je te donne en entrée, qui est en degrés, en radians. Donc, la valeur en degrés, je la convertis en radians. Et là, on va bien un aléatoire sur soi-même. Si je veux également un petit peu d'aléatoire en x ou y, je pourrais mettre à nouveau un random. Je vais tricher un petit peu, je vais mettre moins 0,1, 0,1. Vu qu'on a une rotation aléatoire en z, on ne va pas s'en apercevoir. Alors, là, je fais ceci uniquement en Z parce que ce sont des arbres. Imaginons qu'on ait projeté des rochers. Je pourrais également mettre de l'aléatoire en X et Y pour qu'ils se retournent. Mais là, si je mets du X et Y aléatoire, ben, j'ai pas envie. Je veux que mes arbres ils poussent relativement perpendiculaires au sol. Donc là, j'ai mon premier aléatoire qui fonctionne. Yes. Ok? Donc, une fois que j'ai ceci, je peux faire un petit peu l'équivalent pour l'échelle. Vous allez voir que c'est un petit peu différent. Donc pareil, je vais mettre un combine X, Y, Z.
Tac. Je vais relier mon échelle en mon vecteur, donc scale au vecteur du combine x, y, z. Et là, je veux un aléatoire sur x, y, z et je veux le même. Pourquoi je veux le même? Je pourrais très bien, donc ça je vous montre également, dans le random value, avoir un type de random qui s'appelle vector. Et donc là, c'est bien un vecteur aléatoire à 3 dimensions exactement comme l'attend le scale. Mais là, le problème, c'est que je vais avoir des valeurs aberrantes. Ça va soit m'écraser l'arbre en hauteur, soit en largeur. Ça va pas du tout. Donc je ne peux pas utiliser cette technique-là. Du moins pas dans mon exemple. Si je veux garder un scale qu'on définit comme homothétique. Un scale homothétique, c'est-à-dire que c'est un scale homogène en x, y et z. Donc une fois que j'ai ceci, je vais faire un random value. Exactement comme à gauche. Cette fois-ci, on va mettre 0 et 1 dans un premier temps. Et très important, je vais relier cette value aux 3 axes pour avoir le même changement d'échelle homogène, homothétique, en x, y et z. Et là, j'ai bien quelque chose qui fonctionne, mais je vais avoir des tout petits arbres et des grands arbres. Donc moi, je vais dire, ok, je veux une valeur entre 0,6 et 0,8, par exemple. Comme ça, là, j'aurai quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Ça fonctionne très bien. Ok? Donc là, j'ai mon système. Il ne me manque plus qu'à gérer ici la densité définie par mon objet. Le isHit qu'on avait déjà fait tout à l'heure, je le mets sur la sélection. Et automatiquement, je vais avoir un système automatique qui va projeter uniquement à l'intérieur de mon cercle tout en respectant ici la densité. Donc si j'augmente un petit peu la densité, vous voyez que ça va augmenter la densité à l'intérieur de mon système. Comment je fais si moi je veux inverser cette valeur-là? Je vais lui dire, ok, là actuellement on lui dit, là où le raycast, donc la projection de rayon, va toucher ma surface, tu me projettes des éléments. Mais moi je voudrais lui dire, ben non, en fait là où tu vas toucher l'endroit, je veux pas d'éléments, je veux pas de scattering à cet endroit-là. C'est pas compliqué. Avec Shift A, je peux rajouter un node de type Boolean Math, je vais mettre juste ici, et automatiquement, je vais mettre du note. Et le note, ça fait quoi? Ça va inverser la valeur du Boolean. C'est comme si on faisait un multiply moins 1. Et là maintenant, j'ai bien un node d'exclusion qui est projeté de mon cercle. Donc si je fais une rotation, vous voyez que c'est une projection en Z qui va faire. Donc là, il va considérer, c'est comme si je mettais en vue de dessus et il projette cette forme-là. Ok? Donc c'est entièrement dynamique. Je peux changer cette valeur-là. Je peux changer la densité. Je peux changer tous les paramètres que je veux. Je pourrais même les rendre totalement manipulables par l'utilisateur. Vous voyez, si je prends la densité juste ici, qu'est-ce que je pourrais changer d'autre? Je pourrais changer l'échelle min et l'échelle max des arbres en reliant les valeurs comme ceci, en sélectionnant mon sol, en allant dans le modifier, donc c'est dans le properties qui est présent juste ici. Je vais donner le modifier, vous voyez, les valeurs que j'ai ici, density, minimum, max, c'est celles que j'ai exposées à l'utilisateur. Donc l'exposition, c'est une notion qui est assez courante quand on fait du procédural, c'est qu'on va permettre à l'utilisateur de bouger certaines valeurs qu'on va définir, qu'on va choisir. Moi, j'ai pas envie qu'il touche par exemple à cette valeur-là. Je veux qu'il change uniquement la densité. Donc vous voyez qu'en temps réel, je peux fermer mon géométrie node. Je vais la passer comme ceci avec uniquement la vue 3D. Je touche plus à mon géométrie node et je vais pouvoir bouger la densité juste ici. Vous voyez qu'en temps réel, ça va venir s'ajuster. Donc ça, c'est quand même pratique. Je peux avoir le min sur les échelles, le max sur les échelles également. Et du coup, automatiquement, sans avoir à réouvrir mon géométrie node, alors je dis utilisateur, mais ça peut très bien être vous-même qui avez créé le système nodal. Si vous savez qu'à chaque fois vous l'utilisez dans des scènes et que vous modifiez régulièrement les mêmes valeurs, vous pouvez les exposer pour que ce soit plus simple. Donc comme je disais au début également, là, on a fait en sorte que la grille soit générée automatiquement, procéduralement du moins, par mon système. Mais rien ne m'empêche en fait d'isoler l'entrée avec la génération de mon terrain et de dire à Blender, en fait, parce que vous souvent quand vous allez modéliser votre propre sol, juste ici. Donc là, imaginons que je modélise un sol, voilà, tac. Ceci, hop là, ceci est mon sol. Et maintenant, si je veux reprojeter mon système là-dessus, j'ai juste une petite modification à effectuer. C'est-à-dire qu'en entrée, là, je vais devoir prendre ma géométrie. Vous voyez, cette géométrie, ça va sélectionner l'objet que j'ai couramment dans ma vue 3D. Et automatiquement, toute ma projection d'arbre se ferait sur quelque chose que j'ai modélisé moi-même. Donc je ne suis pas obligé de tout générer procéduralement. Là, pour vous apprendre le maximum de choses possibles, je l'ai fait procéduralement, mais cette partie-là, elle n'est pas obligatoire. Vous pouvez partir de quelque chose que vous avez modélisé et dire à Blender, moi, je veux que mon système géométrie node, tu me projettes des sapins sur ce sol-là, sur cet objet-là, sur cet espace-là. Et ça va fonctionner tout aussi bien.
Ok? C'est juste que cette partie-là, on va l'ignorer, entre guillemets. Vous voyez? La partie qui va générer mon sol. Là, si je prends ma géométrie, que je le mets ici, et que je viens rajouter voilà, un plane par exemple, tac, vous voyez que déjà en temps réel, il me le fait tout seul. Donc je pourrais ici subdiviser comme ça, là également subdiviser, prendre ce point-là, donc modéliser en fait. Ce que j'avais fait avec le système nodal ici de cette position, je pourrais faire quelque chose qui le modélise automatiquement. Donc voilà, on n'a pas de limite. C'est ça qui est bien avec le Geometry Node, c'est que peu importe ce que je souhaite effectuer, on a toujours un scénario qui va fonctionner dans notre cas précis. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Donc bien évidemment, une fois que vous avez tout ça, hein, vous pouvez faire un joli rendu avec Cycle. Ça, je vous conseille à chaque fois. Dès qu'on veut quelque chose de précis, de réaliste, ça demande plus de ressources, j'en ai conscience. Mais Cycle, c'est beaucoup plus précis que Eevee. Donc Eevee fonctionnerait également très bien. Hein, mais en termes de calcul des rayons de lumière et tout ça, on serait moins réaliste tout de même. Et là, tac, si je passe en vue rendue, vous allez voir, ça prend un petit peu de temps. J'ai bien mon système de scattering qui est présent. Je pourrais changer la densité en temps réel, ça s'ajusterait tout seul. Donc si je mets densité 0,06, vous allez voir que hop là, j'ai de suite beaucoup plus d'arbres. Je pourrais également, donc ça va dépendre des performances de votre ordinateur, mais je pourrais également sélectionner ma zone d'exclusion et changer en temps réel, vous voyez endroit, exclure. Alors, si je veux une sorte de chemin au milieu, ben, je pourrais passer en mode édition également. Je ne vous ai pas montré, mais je pourrais passer en mode édition et bouger des points. Et en temps réel, vous voyez que la forme que j'ai ici, ben, elle s'ajusterait et elle va se projeter automatiquement. Donc pour faire des sortes de prairies avec moins d'arbres, pour faire un chemin qui passe au milieu, pour faire des arbres d'une forme particulière, parce que là, je peux inverser cette node en appuyant sur M, ça va la mute, et j'aurai uniquement des arbres à l'intérieur. Voilà. Donc les possibilités sont totalement infinies. C'est ça qui est vraiment bien avec Geometry Node. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme pour la vidéo précédente, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à disposition ce fichier. CTRL S. Ce fichier sera mis à disposition sur mon Discord, donc toujours dans la partie ressources gratuites à gauche. Vous allez voir, c'est très simple. Il y aura un fichier .blend à télécharger et vous pouvez vous amuser à modifier un petit peu les nodes, à regarder comment j'ai effectué ça, parce que des fois, si je passe un petit peu trop vite sur une vidéo ou si vous n'avez pas le temps de voir toutes les nodes en détail, donc j'ai pris le réflexe de les afficher en fin de vidéo comme ceci, mais des fois avec l'encodage YouTube, on voit pas bien les écritures. Donc vous pourrez télécharger bien évidemment gratuitement hein, et librement le fichier et ne pas le commercialiser s'il vous plaît, parce que ça m'est déjà arrivé, des personnes qui font ça. Mais bon, je vous fais confiance. J'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors pour les questions, privilégiez plutôt Discord que YouTube parce que le système de commentaires sur YouTube est un petit peu bancal. Des fois, je ne reçois pas les notifications, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour des prochaines vidéos sur Blender. On va faire un petit peu encore du Geometry Node. On va essayer d'alterner pour des exemples pratiques. On va faire quelque chose qui ne traite pas de Geometry Node. Ensuite, on va utiliser le Geometry Node pour traiter ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc voilà, ceux qui sont vraiment allergiques au Geometry Node et au procédural, rien ne sera obligatoire. On va essayer de faire un coup sur deux, un coup sur trois, on va voir. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram ou Twitch également, sur lequel je suis en live. On fait de la 3D, on fait du Houdini en ce moment, je me mets au logiciel, c'est assez difficile, mais c'est pas mal. On fait du Blender, on fait plein de choses, donc n'hésitez pas. Et je vous dis à la prochaine et merci d'être de plus en plus nombreux à suivre les vidéos, ça fait plaisir. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.